Bonjour, donc je vais continuer les liaisons dangereuses, la seconde partie, la lettre 51, et nous sommes le 2 janvier, donc bonne année à tout le monde, bonne année 2024. Voilà, donc seconde partie, lettre 51, la marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. En vérité, vicomte, vous êtes insupportable. Vous me traitez avec autant de légèreté que si j'étais votre maîtresse. Savez-vous que je me fâcherais et que j'ai dans ce moment une humeur effroyable? Comment? Vous devez voir Danceny demain matin? Vous savez combien il est important que je vous parle avant cette entrevue? Et sans vous inquiéter davantage, vous me laissez-vous attendre toute la journée pour aller courir je ne sais où? Vous êtes cause que je suis arrivée indécemment tard chez Madame de Volanges et que toutes les vieilles femmes m'ont trouvée merveilleuse. Il m'a fallu leur faire des cajoleries toute la soirée pour les apaiser, car il ne faut pas fâcher les vieilles femmes. Ce sont elles qui font la réputation des jeunes. À présent, il est 1h du matin et au lieu de me coucher comme j'en meurs d'envie, il faut que je vous écrive une longue lettre qui va redoubler mon sommeil par l'ennui qu'elle me causera. Vous êtes bien heureux que je n'ai pas le temps de vous gronder davantage. N'allez pas croire pour cela que je vous pardonne, c'est seulement que je suis pressée. Écoutez-moi donc, je me dépêche. Pour peu que vous soyez adroit, vous devez avoir demain la confidence de Danceny. Le moment est favorable pour la confiance. C'est celui du malheur. La petite fille a été à confesse, elle a tout dit comme un enfant, et depuis elle est tourmentée à un tel point de la peur du diable qu'elle veut rompre absolument. Elle m'a raconté tous ses petits scrupules avec une vivacité qui m'apprenait assez combien sa tête était montrée. Elle m'a montré sa lettre de rupture, qui est une vraie capucinade. Elle a babillé 1 heure avec moi, sans me dire un mot qui ait le sens commun. Mais elle ne m'en a pas moins embarrassée, car vous jugez que je ne pouvais risquer de m'ouvrir vis-à-vis d'une aussi mauvaise tête. J'ai vu pourtant au milieu de tout ce bavardage qu'elle n'en aime pas moins son Danceny. J'ai remarqué même une de ses ressources qui ne manque jamais à l'amour, et dont la petite fille est assez plaisamment la dupe. Tourmentée par le désir de s'occuper de son amant et par la crainte de se damner en s'en occupant, elle a imaginé de prier Dieu de le lui faire oublier. Et comme elle renouvelle cette prière à chaque instant du jour, elle trouve le moyen d'y penser sans cesse. Avec quelqu'un de plus usagé que Danceny, ce petit événement serait peut-être plus favorable que contraire. Mais le jeune homme est si céladon. Alors, on va reprendre un peu. Capucinade, donc c'est discours de morale comme en tiennent les capucins qui sont des moines mendiants. 2. Usagé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Laclos utilise ce terme dans le sens d'expérimenter. Et 3. Cédalon, alors c'est un héros de l'astrée, symbole du soupirant par excellence. Voilà. Donc, mais le jeune homme est si céladon que si nous ne l'aidons pas, il lui faudra tant de temps pour vaincre les plus légers obstacles qu'il ne nous laissera pas celui d'effectuer notre projet. Vous avez bien raison, c'est dommage, et je suis aussi fâchée que vous qu'il soit le héros de cette aventure. Mais que voulez-vous? Ce qui est fait, et c'est de votre faute. J'ai demandé à voir sa réponse. Elle m'a fait pitié. Il lui fait des raisonnements à perte d'haleine pour lui prouver qu'un sentiment involontaire ne peut pas être un crime, comme s'il ne cessait pas d'être involontaire du moment qu'on cesse de le combattre. Cette idée est si simple qu'elle est venue même à la petite fille. Il se plaint de son malheur d'une manière assez touchante, mais sa douleur est si douce et paraît si forte et si sincère qu'il me semble impossible qu'une femme qui trouve l'occasion de désespérer un homme à ce point, et avec aussi peu de danger, ne soit pas tentée de s'en passer la fantaisie. Il lui explique enfin qu'il n'est pas moine comme la petite le croyait, et c'est sans contredit ce qu'il fait de mieux. Car pour faire tant que de se livrer à l'amour monastique, assurément, messieurs les chevaliers de Malte ne mériteraient pas la préférence. Quoi qu'il en soit, au lieu de perdre mon temps en raisonnements qui m'auraient compromise, et peut-être sans persuader, j'ai approuvé le projet de rupture. Mais j'ai dit qu'il était plus honnête en pareil cas de dire ses raisons que de les écrire. Qu'il était d'usage aussi de rendre les lettres et les autres bagatelles qu'on pouvait avoir reçues, et paraissant entrer ainsi dans les vues de la petite personne, je l'ai décidé à donner un rendez-vous à Danceny. Nous en avons sur le champ concerté les moyens, et je me suis chargée de décider la mère à sortir sans sa fille. C'est demain après-midi que sera cet instant décisif. Danceny en est déjà instruit. Mais pour Dieu, si vous en trouvez l'occasion, décidez donc ce beau berger à être moins langoureux et apprenez-lui
qu'il faut lui tout dire, que la vraie façon de vaincre les scrupules est de ne laisser rien à perdre à ceux qui en ont. Au reste, pour que cette ridicule scène ne se renouvelle pas, je n'ai pas manqué d'élever quelques doutes dans l'esprit de la petite fille sur la discrétion des confesseurs, et je vous assure qu'elle paie à présent la peur qu'elle m'a faite par celle qu'elle a cru que le sien n'aille tout dire à sa mère. J'espère qu'après que j'en aurai causé encore une fois ou deux avec elle, elle n'ira plus raconter ainsi ses sottises au premier venu. Adieu, vicomte, emparez-vous de Danceny et conduisez-le. Il serait honteux que nous ne fissions pas ce que nous voulons de 2 enfants. Si nous y trouvons plus de peine que nous ne l'avions cru d'abord, songeons pour animer notre zèle, vous, qu'il s'agit de la fille de Madame de Volanges, et moi, qu'elle doit devenir la femme de Gercourt. Adieu. Lettre 52. Le vicomte de Valmont à la présidente Tourvel. Vous me défendez, madame, de vous parler de mon amour, mais où trouver le courage nécessaire pour vous obéir? Uniquement occupé d'un sentiment qui devrait être si doux et que vous rendez si cruel, languissant dans l'exil où vous m'avez condamné, ne vivant que de privations et de regrets, en proie à des tourments d'autant plus douloureux qu'ils me rappellent sans cesse votre indifférence, me faudra-t-il encore perdre la seule consolation qui me reste? Et puis-je en avoir d'autre que de vous offrir quelquefois une âme que vous remplissez de troubles et d'amertume? Détournerez-vous vos regards pour ne pas voir les pleurs que vous faites répandre? Refuserez-vous jusqu'à l'hommage des sacrifices que vous exigez? Ne serait-il donc pas plus digne de vous, de votre âme honnête et douce, de plaindre un malheureux qui ne l'est que par vous, que de vouloir encore aggraver ses peines, par une défense à la fois injuste et rigoureuse? Vous feignez de craindre l'amour, et vous ne voulez pas voir que vous seul causez les maux que vous lui reprochez. Ah, sans doute ce sentiment est pénible, quand l'objet qui l'inspire ne le partage point. Mais où trouver le bonheur si un amour réciproque ne le procure pas? L'amitié tendre, la douce confiance, et la seule qui soit sans réserve, les peines adoucies, les plaisirs augmentés, l'espoir enchanteur, les souvenirs délicieux, où les trouver ailleurs que dans l'amour? Vous le calomniez, vous, qui, pour jouir de tous les biens qu'il vous offre, n'avez qu'à ne plus vous y refuser. Et moi j'oublie les peines que j'éprouve pour m'occuper à le défendre. Vous me forcez aussi à me défendre moi-même, car tandis que je consacre ma vie à vous adorer, vous passez la vôtre à me chercher des torts. Déjà, vous me supposez léger et trompeur, et abusant contre moi de quelques erreurs dont moi-même je vous ai fait l'aveu, vous vous plaisez à confondre ce que j'étais alors avec ce que je suis à présent. Non contente de m'avoir livré au tourment de vivre loin de vous, vous y joignez un persiflage cruel sur des plaisirs auxquels vous savez assez combien vous m'avez rendu insensible. Vous ne croyez ni à mes promesses ni à mes serments. Eh bien, il me reste un garant à vous offrir, qu'au moins vous ne suspecterez pas. C'est vous-même. Je ne vous demande que de vous interroger de bonne foi. Si vous ne croyez pas à mon amour, si vous doutez un moment de régner seul sur mon âme, si vous n'êtes pas assuré d'avoir fixé ce cœur en effet jusqu'ici trop volage, je consens à porter la peine de cette erreur. J'en gémirai, mais n'en appellerai point. Mais si, au contraire, nous rendant justice à tous deux, vous êtes forcés de convenir avec vous-même que vous n'aurez jamais de rival, ne m'obligez plus, je vous supplie, à combattre des chimères, et laissez-moi au moins cette consolation de vous voir sans plus douter d'un sentiment qui, en effet, ne peut finir qu'avec ma vie. Permettez-moi, madame, de vous prier de répondre positivement à cet article de ma lettre. Si j'abandonne cependant cette époque de ma vie, qui paraît me nuire si cruellement auprès de vous, ce n'est pas qu'au besoin les raisons me manquassent pour la défendre. Qu'ai-je fait après tout que ne pas résister au tourbillon dans lequel j'avais été jetée? Entrer dans le monde, jeune et sans expérience, passer pour ainsi dire de main en main par une foule de femmes, qui toutes se hâtent de prévenir par leur félicité une réflexion qu'elles sentent devoir leur être favorable, était-ce donc à moi de donner l'exemple d'une résistance qu'on ne m'opposait point? Ou devais-je me punir d'un moment d'erreur, et que souvent on avait provoqué par une constance à coup sûr inutile, et dans laquelle on n'aurait vu qu'un ridicule? Et quel autre moyen qu'une prompte rupture peut justifier d'un choix honteux? Mais je puis le dire, cette ivresse des sens, peut-être même ce délire de la vanité, n'a point passé jusqu'à mon cœur. Né pour l'amour, l'intrigue pouvait le distraire, et ne suffisait pas pour l'occuper. Entouré d'objets séduisants mais méprisables, aucun n'allait jusqu'à mon âme. On m'offrait des plaisirs, je cherchais des vertus, et moi-même, enfin, je me crus inconstant parce que j'étais délicat et sensible. C'est en vous voyant que je me suis éclairé. Bientôt, j'ai reconnu que le charme de l'amour tenait aux qualités de l'âme, qu'elle seule pouvait en causer l'excès et le justifier.
Je sentis enfin qu'il m'était également impossible de ne pas vous aimer et d'en aimer une autre que vous. Voilà, madame, quel est ce cœur auquel vous craignez de vous livrer, et sur le sort de qui vous avez à prononcer. Mais quel que soit le destin que vous lui réservez, vous ne changerez rien aux sentiments qui l'attachent à vous. Ils sont inaltérables, comme les vertus qui les ont fait naître. De ce 3 septembre. Lettre 53. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. J'ai vu Danceny, mais je n'en ai obtenu qu'une demi-confidence. Il s'est obstiné surtout à me taire le nom de la petite Volanges, dont il ne m'a parlé que comme d'une femme très sage et même un peu dévote. À cela près, il m'a raconté avec assez de vérité son aventure, et surtout le dernier événement. Je l'ai échauffé autant que j'ai pu, et l'ai beaucoup plaisanté sur sa délicatesse et ses scrupules, mais il paraît qu'il y tient. Et je ne puis pas répondre de lui. Au reste, je pourrais vous en dire davantage après-demain. Je le mène demain à Versailles, et je m'occuperai à le scruter pendant toute la route. Le rendez-vous qui doit avoir lieu aujourd'hui me donne aussi quelque espérance. Il se pourrait que tout s'y fût passé à notre satisfaction, et peut-être ne nous reste-t-il à présent qu'à en arracher l'aveu, et à en recueillir les preuves. Cette besogne vous sera plus facile qu'à moi, car la petite personne est plus confiante, ou ce qui revient au même, plus bavarde que son discret amoureux. Cependant, j'y ferai mon possible. Adieu, ma belle amie, je suis fort pressée, je ne vous verrai ni ce soir ni demain. Si de votre côté vous avez su quelque chose, écrivez-moi un mot pour mon retour. Je reviendrai sûrement coucher à Paris de ce 3 septembre. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Ah oui, c'est bien avec Danceny qu'il y a quelque chose à savoir. S'il vous l'a dit, il s'est vanté. Je ne connais personne si bête en amour, et je me reproche de plus en plus les bontés que nous avons pour lui. Savez-vous que j'ai pensé être compromise par rapport à lui, et que ce soit en pure perte? Oh, je m'en vengerai, je le promets. Quand j'arrivai hier pour prendre madame de Volanges, elle ne voulait plus sortir, elle se sentait incommodée. Il me fallut toute mon éloquence pour la décider, et je vis le moment que Danceny serait arrivé avant notre départ, ce qui eût été d'autant plus gauche que madame de Volanges lui avait dit la veille qu'elle ne serait pas chez elle. Sa fille et moi, nous étions sur les épines. Nous sortîmes enfin, et la petite me serra la main si affectueusement en me disant adieu, que malgré son projet de rupture dont elle croyait de bonne foi s'occuper encore, j'augurais des merveilles de la soirée. Je n'étais pas au bout de mes inquiétudes. Il y avait à peine une demi-heure que nous étions chez que madame de Volanges se trouva mal, en effet, mais sérieusement mal. Et comme de raison, elle voulait rentrer chez elle. Moi, je le voulais d'autant moins que j'avais peur, si nous surprenions les jeunes gens, comme il y avait tout à parier, que mes instances auprès de la mère pour la faire sortir ne lui devinssent suspectes. Je pris le parti de l'effrayer sur sa santé, ce qui heureusement n'est pas difficile, et je la tins 1h30, sans consentir à la ramener chez elle, dans la crainte que je feignis d'avoir du mouvement dangereux de la voiture. Nous ne rentrâmes enfin qu'à l'heure convenue. À l'air honteux que je remarquai en arrivant, j'avoue que j'espérais qu'au moins mes peines n'auraient pas été perdues. Le désir que j'avais d'être instruite me fit rester auprès de madame de Volanges, qui se coucha aussitôt, et après avoir soupé, auprès de son lit, nous la laissâmes de très bonne heure, sous le prétexte qu'elle avait besoin de repos, et nous passâmes dans l'appartement de sa fille. Celle-ci a fait de son côté tout ce que j'attendais d'elle, scrupules évanouis, nouveaux serments d'aimer toujours, etc. Et elle s'est enfin exécutée de bonne grâce. Mais le sot Danceny n'a pas passé d'une ligne le point où il était auparavant. Oh, l'on peut se brouiller avec celui-là, les raccommodements ne sont pas dangereux. La petite assure pourtant qu'il voulait davantage, mais qu'elle a su se défendre. Je parierais bien qu'elle se vante ou qu'elle l'excuse. Je m'en suis même presque assurée. En effet, il m'a pris fantaisie de savoir à quoi m'en tenir sur la défense dont elle était capable. Et moi, simple femme de propos en propos, j'ai monté sa tête au point. Enfin, vous pouvez m'en croire, jamais personne ne fut plus susceptible d'une surprise d'essence. Elle est vraiment aimable, cette chère petite. Elle méritait un autre amant. Elle aura au moins une bonne amie, car je m'attache sincèrement à elle. Je lui ai promis de la former et je crois que je lui tiendrai parole. Je me suis souvent aperçue du besoin d'avoir une femme dans ma confidence, et j'aimerais mieux celle-là qu'une autre. Mais je ne puis en rien faire tant qu'elle ne sera pas ce qu'il faut qu'elle soit. Et c'est une raison de plus d'en vouloir à Danceny. Adieu, vicomte. Ne venez pas chez moi demain, à moins que ce ne soit le matin. J'ai cédé aux instances du chevalier pour une soirée de petite maison.
Donc là, juste, il y avait, quand elle dit sot pour Danceny, le terme prend ici le sens de niais, on avait bien compris, et non celui qu'il prend dans la lettre 3. Accolé au nom de Danceny, il fonctionne comme une épithète de nature et en devient une des caractéristiques qui ne s'effacera que dans la 4e partie du roman. Voilà. Lettre 55, Cécile de Volanges à Sophie Carnet. Tu avais raison, ma chère Sophie. Tes prophéties réussissent mieux que tes conseils. Danceny, comme tu l'avais prédit, a été plus fort que le confesseur, que toi et que moi-même. Et nous voilà revenus exactement où nous en étions. Ah, je ne m'en repens pas. Et toi, si tu m'en grondes, ce sera faute de savoir le plaisir qu'il y a à aimer Danceny. Il t'est bien aisé de dire comme il faut faire. Rien ne t'en empêche. Mais si tu avais éprouvé combien le chagrin de quelqu'un qu'on aime nous fait mal, comment sa joie devient la nôtre et comment il est difficile de dire non. Quand c'est oui que l'on veut dire, tu ne t'étonnerais plus de rien. Moi-même qui l'ai senti, bien vivement senti, je ne le comprends pas encore. Crois-tu, par exemple, que je puisse voir pleurer Danceny sans pleurer moi-même? Je t'assure bien que cela m'est impossible. Et quand il est content, je suis heureuse comme lui. Tu auras beau dire, ce qu'on dit ne change pas ce qui est. Et je suis bien sûre que c'est comme ça. Je voudrais te voir à ma place. Non, ce n'est pas là ce que je veux dire, car sûrement je ne voudrais céder ma place à personne. Mais je voudrais que tu aimasses aussi quelqu'un. Ce ne serait pas seulement pour que tu n'entendisses mieux et que tu me grondasses moins, mais c'est qu'aussi tu serais plus heureuse, ou pour mieux dire, tu commencerais seulement alors à le devenir. Nos amusements, nos rires, tout cela, vois-tu, ce ne sont que des jeux d'enfants. Il n'en reste rien après qu'ils sont passés. Mais l'amour, ah l'amour, un mot, un regard, seulement de le savoir là, eh bien c'est le bonheur. Quand je vois Danceny, je ne désire plus rien. Quand je ne le vois pas, je ne désire que lui. Je ne sais comment cela se fait, mais on dirait que tout ce qui me plaît lui ressemble. Quand il n'est pas avec moi, j'y songe, et quand je peux y songer tout à fait, sans distraction, quand je suis toute seule par exemple, je suis encore heureuse. Je ferme les yeux, et tout de suite je crois le voir. Je me rappelle ses discours, et je crois l'entendre. Cela me fait soupirer. Et puis, je sens un feu, une agitation. Je ne saurais tenir en place. C'est comme un tourment, et ce tourment-là fait un plaisir inexprimable. Je crois même que quand, une fois, on a de l'amour, cela se répand jusque sur l'amitié. Celle que j'ai pour toi n'a pourtant pas changé. C'est toujours comme au couvent. Mais ce que je te dis, je l'éprouve avec Madame de Merteuil. Il me semble que je l'aime plus comme Danceny que comme toi. Et quelquefois, je voudrais qu'elle fût lui. Cela vient peut-être de ce que ce n'est pas une amitié d'enfant comme la nôtre, ou bien de ce que je les vois si souvent ensemble, ce qui fait que je me trompe. Enfin, ce qu'il y a de vrai, c'est qu'à eux deux, ils me rendent bien heureuse. Et après tout, je ne crois pas qu'il y ait grand mal à ce que je fais. Aussi, je me demanderais qu'à rester comme je suis. Et il n'y a que l'idée de mon mariage qui me fasse de la peine. Car si M. de Gercourt est comme on me l'a dit, et je n'en doute pas, je ne sais pas ce que je deviendrai. Adieu, ma Sophie. Je t'aime toujours bien tendrement. De nanana, ce 4 septembre. Lettre 56, la présidente de Tourvel au vicomte de Valmont. À quoi vous servirait, monsieur, la réponse que vous me demandez? Croire à vos sentiments ne serait-ce pas une raison de plus pour les craindre? Et sans attaquer ni défendre leur sincérité, ne doit-il pas vous suffire à vous-même de savoir que je ne veux ni ne dois y répondre? Supposez que vous m'aimiez véritablement, et c'est seulement pour ne plus revenir sur cet objet que je consens à cette supposition. Les obstacles qui nous séparent en seraient-ils moins insurmontables? Et aurais-je autre chose à faire qu'à souhaiter que vous puissiez bientôt vaincre cet amour, et surtout à vous y aider de tout mon pouvoir en me hâtant de vous ôter toute espérance? Vous convenez vous-même que ce sentiment est pénible quand l'objet qui l'inspire ne le partage point. Or, vous savez assez qu'il m'est impossible de le partager, et quand même ce malheur m'arriverait, j'en serais plus à plaindre, sans que vous en fussiez plus heureux. J'espère que vous m'estimez assez pour n'en pas douter un instant. Cessez donc, je vous en conjure, cessez de vouloir troubler un cœur à qui la tranquillité est si nécessaire. Ne me forcez pas à regretter de vous avoir connu. Chérie et estimée d'un mari que j'aime et respecte, mes devoirs et mes plaisirs se rassemblent dans le même objet. Je suis heureuse, je dois l'être. Je dois l'être. L'aveu indirect d'un manque permet de prévoir l'évolution de la présidente. Eh oui, c'est ça. Hein. Elle dit « je dois l'être ». Elle essaie de se convaincre.
S'il existe des plaisirs plus vifs, je ne les désire pas. Je ne veux point les connaître. En est-il de plus doux que d'être en paix avec soi-même, de n'avoir que des jours sereins, de s'endormir sans trouble et de s'éveiller sans remords? Ce que vous appelez le bonheur n'est qu'un tumulte des sens, un orage des passions dont le spectacle est effrayant, même à le regarder du rivage. Et comment affronter ces tempêtes? Comment oser s'embarquer sur une mer couverte des débris de 1000 et 1000 naufrages? Et avec qui? Non, monsieur, je reste à terre. Je chéris les liens qui m'y attachent. Je pourrais les rompre, que je ne le voudrais pas. Si je ne les avais, je me hâterais de les prendre. Pourquoi vous attachez à mes pas? Pourquoi vous obstinez à me suivre? Vos lettres, qui devaient être rares, se succèdent avec rapidité. Elles devaient être sages, et vous ne m'y parlez que de votre fol amour. Vous m'entourez de votre idée plus que vous ne le faisiez de votre personne. Écarté sous une forme, vous vous reproduisez sous une autre. Les choses qu'on vous demande de ne plus dire, vous les redites seulement d'une autre manière. Vous vous plaisez à m'embarrasser par des raisonnements capiteux. Vous échappez aux miens. Je ne veux plus vous répondre. Je ne vous répondrai plus. Comme vous traitez les femmes, que vous avez séduites, avec quel mépris vous en parlez. Je veux croire que quelques-unes le méritent. Mais toutes sont-elles si méprisables? Ah, sans doute, puisqu'elles ont trahi leur devoir pour se livrer à un amour criminel. De ce moment, elles ont tout perdu, jusqu'à l'estime de celui à qui elles ont tout sacrifié. Ce supplice est juste, mais l'idée seule en fait frémir. Que m'importe, après tout, pourquoi m'occuperais-je d'elle ou de vous? De quel droit venez-vous troubler ma tranquillité? Laissez-moi, ne me voyez plus, ne m'écrivez plus, je vous en prie, je l'exige. Cette lettre est la dernière que vous recevrez de moi. J'ai des petits doutes. Lettre 57, le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. J'ai trouvé votre lettre hier à mon arrivée. Votre colère m'a tout à fait réjoui. Vous ne sentiriez pas plus vivement les torts de Danceny quand il les aurait eus vis-à-vis de vous. C'est sans doute par vengeance que vous accoutumez sa maîtresse à lui faire de petites infidélités. Vous êtes un bien mauvais sujet. Oui, vous êtes charmante, et je ne m'étonne pas qu'on vous résiste moins qu'à Danceny. Enfin, je le sais par cœur, ce beau héros du roman, et il n'a plus de secret pour moi. Je lui ai tant dit que l'amour honnête était le bien suprême, qu'un sentiment valait mieux que 10 intrigues, que j'étais moi-même dans ce moment amoureux et timide. Il m'a trouvé enfin une façon de penser si conforme à la sienne, que dans l'enchantement où il était de ma candeur, il m'a tout dit, et m'a juré une amitié sans réserve. Nous n'en sommes guère plus avancés pour notre projet. D'abord, il m'a paru que son système était qu'une demoiselle mérite beaucoup plus de ménagement qu'une femme, comme ayant plus à perdre. Il trouve surtout que rien ne peut justifier un homme de mettre une fille dans la nécessité de l'épouser ou de vivre déshonorée quand la fille est infiniment plus riche que l'homme, comme dans le cas où il se trouve. La sécurité de la mère, la candeur de la fille, tout l'intimide et l'arrête. L'embarras ne serait point de combattre ces raisonnements, quelque vrais qu'ils soient. Avec un peu d'adresse et aidé par la passion, on les aurait bientôt détruits, d'autant qu'ils prêtent au ridicule, et qu'on aurait pour soi l'autorité de l'usage. Mais ce qui empêche qu'il n'y ait de prise sur lui, c'est qu'il se trouve heureux comme il est. En effet, si les premiers amours paraissent en général plus honnêtes et, comme on dit, plus purs, s'ils sont au moins plus lents dans leur marche, ce n'est pas comme on le pense, délicatesse ou timidité. C'est que le cœur, étonné par un sentiment inconnu, s'arrête pour ainsi dire à chaque pas, pour jouir du charme qu'il éprouve, et que ce charme est si puissant sur un cœur neuf qu'il l'occupe au point de lui faire oublier tout autre plaisir. Cela est si vrai qu'un libertin amoureux, si un libertin peut l'être, devient de ce moment même moins pressé de jouir, et qu'enfin, entre la conduite de Danceny avec la petite Volanges et la mienne avec la prude Madame de Tourvel, il n'y a que la différence du plus ou moins. Il aurait fallu, pour réchauffer notre jeune homme, plus d'obstacles qu'il n'en a rencontrés. Surtout qu'il eût eu besoin de plus de mystère, car le mystère mène à l'audace. Je ne suis pas éloigné de croire que vous nous avez nui en le servant si bien. Votre conduite eût été excellente avec un homme usagé, qui n'eut que des désirs. Mais vous auriez pu prévoir que pour un homme jeune, honnête et amoureux, le plus grand prix des faveurs est d'être la preuve de l'amour, et que par conséquent, plus il serait sûr d'être aimé, moins il serait entreprenant. Que faire à présent? Je n'en sais rien, mais je n'espère pas que la petite soit prise avant le mariage, et nous en serons pour nos frais. J'en suis fâchée, mais je n'y vois pas de remède. Pendant que je disserte ici, vous faites mieux que votre chevalier. Cela me fait songer que vous m'avez promis une infidélité en ma faveur. J'en ai votre promesse par écrit, et je ne veux pas en faire oublier,
et je ne veux pas en faire un billet de la châtre. En faire un billet de la châtre, allusion à la promesse de fidélité écrite par Ninon de l'Enclos à son amant, la châtre. Chaque manquement à cette promesse était ponctué par la belle Ninon d'un « le bon billet qu'a là la châtre ». Anne de l'Enclos, dite Ninon, est une courtisane et une égérie célèbre. Voilà. Bref. Donc, je conviens que l'échéance n'est pas encore arrivée, mais il serait généreux à vous de ne pas l'attendre. Et de mon côté, je vous tiendrai compte des intérêts. Qu'en dites-vous, ma belle amie? Est-ce que vous n'êtes pas fatiguée de votre constance? Ce chevalier est donc bien merveilleux. Oh, laissez-moi faire, je veux vous forcer de convenir que si vous lui avez trouvé quelques mérites, c'est que vous m'aviez oublié. Adieu, ma belle amie, je vous embrasse comme je vous désire. Je défie tous les baisers du chevalier d'avoir autant d'ardeur. Lettre 58, le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel. Par où ai-je donc mérité, madame, et les reproches que vous me faites et la colère que vous me témoignez? L'attachement le plus vif et pourtant le plus respectueux, la soumission la plus entière à vos moindres volontés. Voilà, en 2 mots, l'histoire de mes sentiments et de ma conduite. Accablée par les peines d'un amour malheureux, je n'avais d'autre consolation que celle de vous voir. Vous m'avez ordonné de m'en priver. J'ai obéi sans me permettre un murmure. Pour prix de ce sacrifice, vous m'avez permis de vous écrire. Et aujourd'hui, vous voulez m'ôter cet unique plaisir? Me le laisserai-je ravir sans essayer de le défendre? Non, sans doute. Eh, comment ne serait-il pas cher à mon cœur? C'est le seul qui me reste, et je le tiens de vous. Mes lettres, dites-vous, sont trop fréquentes. Songez donc que je vous prie, que depuis 10 jours que dure mon exil, je n'ai passé aucun moment sans m'occuper de vous. Et ce que, cependant, vous n'avez reçu que 2 lettres de moi. Je ne vous y parle que de mon amour. Et que puis-je dire que ce que je pense? Tout ce que j'ai pu faire a été d'en affaiblir l'expression. Et vous pouvez m'en croire, je ne vous en ai laissé voir que ce qu'il m'a été impossible d'en cacher. Vous me menacez enfin de ne plus me répondre. Ainsi, l'homme qui vous préfère à tous et qui vous respecte encore plus qu'il ne vous aime, non contente de le traiter avec rigueur, vous voulez y joindre le mépris? Et pourquoi ces menaces et ce courroux? Qu'en avez-vous besoin? N'êtes-vous pas sûr d'être obéi, même dans vos ordres injustes? M'est-il donc possible de contrarier aucun de vos désirs, et ne l'ai-je pas déjà prouvé? Mais abuserez-vous de cet empire que vous avez sur moi? Avez-vous, après m'avoir rendu malheureux, après être devenu injuste, vous sera-t-il donc bien facile de jouir de cette tranquillité que vous assurez vous être si nécessaire? Ne vous direz-vous jamais? Il m'a laissé maîtresse de son sort, et j'ai fait son malheur. Il implorait mes secours, et je l'ai regardé sans pitié. Savez-vous jusqu'où peut aller mon désespoir? Non. Pour calculer mes mots, il faudrait savoir à quel point je vous aime, et vous ne connaissez pas mon cœur. À quoi me sacrifiez-vous? À des craintes chimériques? Et qui vous les inspire? Un homme qui vous adore? Un homme sur qui vous ne cesserez jamais d'avoir un empire absolu? Que craignez-vous? Que pouvez-vous craindre d'un sentiment que vous serez toujours maîtresse de diriger à votre gré? Mais votre imagination se crée des monstres, et l'effroi qu'ils vous causent, vous l'attribuez à l'amour. Un peu de confiance, et ces fantômes disparaîtront. Un sage a dit que pour dissiper ses craintes, il suffisait presque toujours d'en approfondir la cause. C'est surtout en amour que cette vérité trouve son application. Aimez, et vos craintes s'évanouiront. À la place des objets qui vous effraient, vous trouverez un sentiment délicieux, un amant tendre et soumis, et tous vos jours marqués par le bonheur ne vous laisseront d'autres regrets que d'en avoir perdu quelques-uns dans l'indifférence. Moi-même, depuis que, revenu de mes erreurs, je n'existe plus que pour l'amour, je regrette un temps que je croyais avoir passé dans les plaisirs, et je sens que c'est à vous seul qu'il appartient de me rendre heureux. Mais je vous en supplie, que le plaisir que je trouve à vous écrire ne soit plus troublé par la crainte de vous déplaire. Je ne veux pas vous désobéir, mais je suis à vos genoux. J'y réclame le bonheur que vous voulez me ravir, le seul que vous m'avez laissé. Je vous crie, écoutez mes prières et voyez mes larmes. Ah, madame, me refuserez-vous? Lettre 59, le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Apprenez-moi si vous savez ce que signifie ce radotage de Danceny. Qu'est-il donc arrivé et qu'est-ce qu'il a perdu?
Sa belle s'est peut-être fâchée de son respect éternel. Il faut être juste, on se fâcherait à moins. Que lui dirai-je ce soir au rendez-vous qu'il me demande, et que je lui ai donné à tout hasard? Assurément, je ne perdrai pas mon temps à écouter ses doléances. Si cela ne doit nous mener à rien, les complaintes amoureuses ne sont bonnes à entendre qu'en récitatif, obligé ou en grande ariette. Récitatif, ça veut dire en passage parlé dans un opéra, ou les ariettes, ce sont des airs chantés dans un opéra. Donc en gros, il est un petit peu saoulé par les gnangnans, le gnangnan de Danceny. Voilà. Instruisez-moi donc de ce qui est et de ce que je dois faire. Ou bien je déserte pour éviter l'ennui que je prévois. Pourrais-je causer avec vous ce matin? Si vous êtes occupé, au moins écrivez-moi un mot et donnez-moi des réclames de mon rôle. Les réclames de mon rôle. Les réclames, c'est au théâtre, on distribue à chaque acteur le texte de son rôle. Donc c'est ça, en gros, c'est répliques. Voilà. Donc, si vous êtes occupé, au moins écrivez-moi un mot et donnez-moi les réclames de mon rôle. Où étiez-vous donc hier? Je ne parviens plus à vous voir. En vérité, ce n'était pas la peine de me retenir à Paris au mois de septembre. Décidez-vous pourtant, car je viens de recevoir une invitation fort pressante de la comtesse de B pour aller la voir à la campagne. Et comme elle me le demande assez plaisamment, son mari a le plus beau bois du monde qu'il conserve soigneusement pour les plaisirs de ses amis. Or, vous savez que j'ai bien quelques droits sur ce bois-là, et j'irai le revoir si je ne vous suis pas utile. Adieu, songez que Danceny sera chez moi sur les 4 heures. Lettre 60, le chevalier Danceny au vicomte de Valmont. Incluse dans la précédente. Ah, monsieur, je suis désespérée, j'ai tout perdu. Je n'ose confier au papier le secret de mes peines, mais j'ai besoin de les répandre dans le sein d'un ami fidèle et sûr. À quelle heure pourrais-je vous voir et aller chercher auprès de vous des consolations et des conseils? J'étais si heureux le jour où je vous ouvris mon âme. À présent, quelle différence! Tout est changé pour moi. Ce que je souffre pour mon compte n'est encore que la moindre partie de mes tourments. Mon inquiétude sur un objet bien plus cher, voilà ce que je ne puis supporter. Plus heureux que moi, vous pourrez la voir, et j'attends de votre amitié que vous ne me refuserez pas cette démarche. Mais il faut que je vous parle, que je vous instruise. Vous me plaindrez, vous me secourez, je n'ai d'espoir qu'en vous. Vous êtes sensible, vous connaissez l'amour, et vous êtes le seul à qui je puisse me confier. Ne me refusez pas votre secours. Adieu, monsieur. Le seul soulagement que j'éprouve dans ma douleur est de songer qu'il me reste un ami tel que vous. Faites-moi savoir, je vous prie, à quelle heure je pourrais vous retrouver. Si ce n'est pas ce matin, je désirerais que ce fût de bonne heure dans l'après-midi. Voilà. Lettre 61, Cécile Volanges à Sophie Carnet. Ma chère Sophie, plainte à Cécile, ta pauvre Cécile, elle est bien malheureuse. Maman sait tout. Je ne conçois pas comment elle a pu se douter de quelque chose, et pourtant elle a tout découvert. Hier au soir, maman me parut bien avoir un peu d'humeur, mais je n'y fis pas grande attention. Et même en attendant que sa partie fût finie, je causais très gaiement avec madame de Merteuil, qui avait soupé ici, et nous parlâmes beaucoup de Danceny. Je ne crois pourtant pas qu'on ait pu nous entendre. Elle s'en alla et je me retirai dans mon appartement. Je me déshabillai quand maman entra et fit sortir ma femme de chambre. Elle me demanda la clé de mon secrétaire. Le ton dont elle me fit cette demande me causa un tremblement si fort que je pouvais à peine me soutenir. Je faisais semblant de ne la pas trouver. Mais enfin, il fallut obéir. Le premier tiroir qu'elle ouvrit fut justement celui où étaient les lettres du chevalier Danceny. J'étais si troublée que quand elle me demanda ce que c'était, je ne sus lui répondre autre chose, sinon que ce n'était rien. Mais quand je la vis commencer à lire, celle qui se présentait la première, je n'eus que le temps de gagner un fauteuil, et je me trouvais mal au point que je perdis connaissance. Aussitôt que je revins à moi, ma mère, qui avait appelé ma femme de chambre, se retira, en me disant de me coucher. Elle a emporté toutes les lettres de Danceny. Je frémis toutes les fois que je songe qu'il me faudra reparaître devant elle. Je n'ai fait que pleurer toute la nuit. Je t'écris au point du jour, dans l'espoir que Joséphine viendra. Si je peux lui parler seule, je la prierai de remettre chez madame de Merteuil un petit billet que je vais lui écrire. Sinon, je le mettrai dans ta lettre et tu voudras bien l'envoyer comme de toi. Ce n'est que d'elle que je puis recevoir quelque consolation. Au moins, nous parlerons de lui, car je n'espère plus le voir. Je suis bien malheureuse.
Elle aura peut-être la bonté de se charger d'une lettre pour Danceny. Je n'ose pas me confier à Joséphine pour cet objet, et encore moins à ma femme de chambre, car c'est peut-être elle qui aura dit à ma mère que j'avais des lettres dans mon secrétaire. Je ne t'écrirai pas plus longuement, parce que si je veux avoir le temps d'écrire à Madame Merteuil et aussi à Danceny, pour avoir ma lettre toute prête, si elle veut bien s'en charger. Après cela, je me recoucherai pour qu'on me trouve au lit quand on entrera dans ma chambre. Je dirai que je suis malade pour me dispenser de passer chez maman. Je ne mentirai pas beaucoup. Sûrement, je souffre plus que si j'avais la fièvre. Les yeux me brûlent, à force d'avoir pleuré. Et j'ai un poids sur l'estomac qui m'empêche de respirer. Quand je songe que je ne verrai plus Danceny, je voudrais être morte. Adieu, ma chère Sophie, je ne peux t'en dire davantage. Les larmes me suffoquent. De nanana, ce 7 septembre. Nota bene. On a supprimé la lettre de Cécile Volanges à la marquise parce qu'elle ne contenait que les mêmes faits de la lettre précédente et avec moins de détails. Celle au chevalier Danceny ne s'est point retrouvée. On en verra la raison dans la lettre 63 de Madame Merteuil au vicomte. Donc voilà, c'est la fin, c'est la fin pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.